Bonjour à tous. Donc Yves Marignac, avant tout professionnellement directeur d'une toute petite structure d'expertise, d'information, de conseil sur le nucléaire et l'énergie qui s'appelle WISE Paris et qui est aussi une structure associative, mais également très investie dans les travaux de l'association Négawatt, dont je vais vous parler donc dans un instant, porte-parole de l'association et délégué à l'analyse prospective, c'est-à-dire que je suis une des personnes qui coordonne tout le travail de prospective et de scénario énergétique que je vais vous présenter. En sachant que c'est un vrai défi de vous présenter ce travail dense, lourd, complexe, en assez peu de temps. Et à l'inverse de tout à l'heure, moi je m'appuie sur un PowerPoint qui est même trop gros et trop dense. Donc voilà, ça fera l'équilibre, disons, entre l'auditif et le visuel. Sur l'association Négawatt, donc très vite créée en 2001, association qui rassemble à titre individuel des experts et praticiens de l'énergie. C'est important qu'on ait des praticiens parce qu'on a un travail qui est vraiment bottom-up dans son approche et qui remonte des réalités de ce qu'on pense réellement pouvoir faire sur le terrain. Et qui donc travaille sur de la prospective énergétique, sur des propositions de politique et mesures qu'on porte sur la base de notre scénario. Tout ça est essentiellement produit par un cœur, disons, d'une vingtaine de membres actifs, mais on a aujourd'hui plus de 1000 membres qui nous soutiennent, et puis on a créé, il y a quelques années maintenant, un institut qui est essentiellement là pour développer des choses plus opérationnelles, à la fois sur de la formation de public professionnel et sur du développement d'outils de massification. Il y a notamment un gros travail autour d'outils pour la rénovation thermique des maisons individuelles. Donc je vais revenir quelques minutes quand même sur le contexte de l'énergie, de notre rapport à l'énergie et des raisons pour lesquelles on parle de transition énergétique. Ensuite, j'insisterai un peu sur l'approche, la démarche que Négawatt propose pour répondre à ce défi de la transition énergétique. Et puis ensuite, je détaillerai un peu les éléments du scénario, en commençant par la demande et en parlant plus rapidement de la production. Et puis on verra quelques éléments du bilan sous différents angles et des éléments de conclusion. Donc je le disais, je vais commencer par parler un peu de notre rapport à l'énergie et en général, quand on pense énergie, alors vous pouvez voir de quel type vous êtes, mais les gens, ça renvoie soit à des images plutôt du côté de la consommation, donc des équipements qui nous rendent des services à partir de l'énergie qu'ils consomment, et puis ça renvoie en général davantage à des images sur la production d'énergie. On a cette culture productiviste, hein, malgré tout, héritée d'un bon demi-siècle, et donc on pense à ça. Le point qui m'intéresse, c'est qu'on pense en général très peu aux relations entre les productions et les usages. Et précisément, c'est bien parce que ces relations sont complexes qu'on parle aujourd'hui de transition énergétique. Alors, je ne vais pas détailler ça non plus, mais vous avez ici l'illustration de ce qu'on appelle, chez les experts de l'énergie, des chaînes énergétiques qui mettent en relation des ressources et des usages et qui, ensemble, forment un système énergétique. L'illustration ici, elle est donnée par le pétrole et c'est simplement pour vous montrer que, à partir du pétrole, en faisant différents choix, soit en allant vers des systèmes de chaudières ou de moteurs ou en passant par des centrales thermiques, on peut, in fine, répondre à énormément d'usages différents. On va distinguer en général tout ce qui est du ressort de la mobilité, ce qui est du ressort de la chaleur dans les bâtiments et dans les process industriels, hein, l'énergie mécanique également dans les process industriels, et puis tout ce qu'on appelle l'électricité spécifique, c'est-à-dire les usages qui ne sont fournis que par des appareils électriques, l'éclairage, l'électroménager, l'informatique, etc. Le point est que vous voyez qu'à partir d'une ressource, on peut par différents chemins techniques répondre à différents usages, mais à l'inverse, je peux prendre n'importe lequel de ces usages et par différents chemins techniques remonter à d'autres ressources que le pétrole. Et donc on voit bien qu'il y a derrière la mise en relation des ressources énergétiques qu'on mobilise et des usages pour lesquels on s'en sert, des choix qui sont extrêmement structurants du système économique, de l'organisation sociale, etc. Et donc
on a une énergie qui fait système dans la société. Si vous pensez d'ailleurs aux différentes étapes de progression de l'humanité, à chaque fois, elles se sont accompagnées d'un saut dans notre rapport à différentes ressources énergétiques. Alors les étapes les plus récentes, c'est bien sûr les révolutions industrielles, pardon, et j'ai simplement illustré ici le niveau d'augmentation exponentielle des consommations d'énergie que ça a pu représenter, en insistant bien sûr sur le fait que cette augmentation de nos consommations d'énergie s'est appuyée essentiellement sur la mobilisation d'énergie fossile. Dans le même temps, et c'est à ne jamais perdre de vue quand on parle d'énergie, on vit avec des très grandes inégalités d'accès à l'énergie dans le monde, et par exemple, on a encore plus d'1 milliard de personnes dans le monde, et ce chiffre augmente malgré les efforts d'électrification, de personnes qui donc vivent sans accès à l'électricité. Même chose pour l'accès, par exemple, à des modes de cuisson modernes, autres que la collecte du bois de feu. Le dernier point dans ce contexte global sur lequel je veux insister, c'est que ça n'est pas une question de disponibilité. Vous avez ici, dans ce petit cube, l'équivalent de la consommation annuelle mondiale d'énergie. Dans les différents cubes au milieu, l'équivalent des réserves bien prouvées de ressources fossiles et fissiles, l'uranium. Donc vous pouvez évaluer à combien d'années de consommation ça peut correspondre. Mais vous avez surtout dans le grand cube jaune la quantité d'énergie reçue chaque année par la Terre du Soleil. Et donc on voit bien que cette énergie, dont il ne s'agirait évidemment pas de prélever beaucoup, puisqu'il faut laisser les flux naturels auxquels elle sert se faire, mais cette énergie, en fait, elle est pleinement suffisante. Ce qui manque, ce n'est pas l'énergie disponible, ce qui manque, c'est la capacité à l'utiliser d'une façon aussi efficace, parce que aussi concentrée, que les énergies fossiles et que le nucléaire. Et l'histoire qui est devant nous, c'est, en tout cas à négawatt on l'espère, que cette parenthèse de recours aux énergies fossiles et à l'uranium nous a en fait donné des nouveaux moyens techniques d'exploitation des énergies renouvelables qui demain vont nous permettre d'utiliser toute cette énergie disponible de manière beaucoup plus efficace et compatible avec nos exigences modernes. Alors je ne vais pas là non plus rentrer dans le détail, on a évoqué d'ailleurs assez longuement certains enjeux ce matin, mais il y a les raisons d'agir, c'est-à-dire les raisons d'engager une transformation de notre système énergétique sont multiples. Le changement climatique, l'épuisement des ressources, les risques technologiques associés, dont le risque nucléaire est un élément spécifique, les crises géopolitiques que ça peut accompagner, les impacts sanitaires, notamment toute la question de la pollution de l'air, les impacts sociaux également. J'ai parlé de l'accès à l'énergie dans le monde, mais en France même, on a 10 millions de personnes qui sont considérées en précarité énergétique, c'est-à-dire qui ne peuvent pas payer, par exemple, à hauteur de leurs besoins de chauffage. Donc tous ces enjeux doivent être traités, et en tout cas, à Négawatt, on essaye d'apporter une réponse globale à l'ensemble de ces problèmes. Dans le même temps, il y a quand même des bonnes nouvelles. La transition énergétique, en tout cas, les inflexions qui peuvent nous amener, nous faire basculer vers la transition énergétique, commencent à s'observer dans le monde. On a par exemple maintenant une tendance assez nette de baisse de la consommation d'énergie totale en Europe, qui commence aussi à se traduire en France. On a un développement important des énergies renouvelables qui commence au niveau mondial à être suffisant pour être plus rapide que l'augmentation de la consommation d'énergie. Autrement dit, les énergies renouvelables commencent effectivement, même si c'est très timide et marginal, à remplacer des énergies fossiles. On a là encore au niveau mondial une stabilisation, on l'a vu ce matin, des consommations d'énergie et des émissions de CO2. Et puis on a surtout, à travers ce potentiel nouveau des énergies renouvelables, vraiment un foisonnement aujourd'hui d'études, de rapports à tous les niveaux, national, international, local, qui montrent de plus en plus la possibilité d'aller vers un système 100% énergie renouvelable. Et donc c'est dans cette perspective que Négawatt s'inscrit. Et la démarche Négawatt, je vais essayer de l'illustrer en reprenant ma chaîne énergétique.
avec une chaîne qui est l'utilisation de pétrole pour l'éclairage, volontairement choisie parce qu'elle permet d'illustrer un certain nombre de pertes dans le système. Donc on choisit une ressource énergétique, le pétrole. Il faut évidemment commencer par la raffiner, ce qui est déjà une première étape de perte. Il faut ensuite transformer cette ressource en une forme utilisable. En l'occurrence, on veut de l'électricité, donc il faut passer par une centrale électrique. Il faut livrer cette électricité au consommateur. On passe par un réseau. Donc dans la centrale électrique, vous avez des pertes qui vont de 50% à 2/3 selon la performance de votre centrale. Vous avez encore jusqu'à 10% de pertes sur le réseau électrique avant de vous livrer une électricité que vous pouvez utiliser. Et puis évidemment, même si les statistiques officielles en général s'arrêtent là, le travail ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que vous voulez de la lumière, donc vous allez devoir choisir une ampoule. Si vous choisissez une ampoule comme celle-ci, une ampoule à incandescence, vous choisissez un équipement qui convertit 5% de cette électricité en lumière et 95% en chaleur. Donc vous avez la possibilité là de choisir avec de la basse consommation ou de l'ampoule LED quelque chose de beaucoup plus efficace. Mais là encore, le travail ne s'arrête pas. Donc l'énergie, la lumière que vous allez produire avec l'électricité, c'est votre énergie utile, puisque ce que vous voulez au final, c'est de la lumière. Encore faut-il l'utiliser correctement. Choisir un bon design de lampadaire. On adore à Négawatt les lampadaires boules, hein, qui équipent encore assez largement nos rues et qui sont conçus pour envoyer la lumière vers le ciel au lieu de la diriger, de la focaliser vers le trottoir. Et puis, pour finir, les conditions d'usage, évidemment, comptent. C'est-à-dire, si vous avez même ici une ampoule basse consommation avec un lampadaire, avec un réflecteur, si vous la laissez allumer dans la journée, vous perdez complètement l'énergie. Et donc, dans l'approche Négawatt, on essaye vraiment de prendre en compte l'ensemble de cette chaîne, l'ensemble des pertes qui peuvent intervenir dans cette chaîne, et surtout, on essaye de se rappeler toujours que si on consomme des ressources énergétiques, ce n'est pas pour le plaisir, c'est bien pour répondre à un service énergétique. C'est-à-dire, c'est, en l'occurrence, pour fournir de la lumière avec le bon dimensionnement, au bon endroit, au bon moment. Et donc, dans cette chaîne qui parle de la ressource primaire, qui la transforme dans l'énergie finale, c'est celle qui vous est livrée en tant que consommateur, puis en énergie utile, la lumière, et en service énergétique, de la lumière là où vous êtes, au bon niveau, au bon moment. On inverse en fait la démarche traditionnelle dans l'énergie qui part de l'énergie primaire et on part, nous, vraiment du service énergétique. Et on commence par réfléchir individuellement et collectivement sur le bon dimensionnement du service énergétique et la bonne manière de le rendre. C'est tout ce qu'on appelle la sobriété énergétique, qui n'est pas du tout une idée de contraintes, restrictions, etc., mais vraiment d'intelligence dans pourquoi et comment on utilise l'énergie. Ensuite, on applique plus classiquement ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Donc là, c'est travailler sur la performance technique à toutes les étapes de la chaîne, en remontant donc du service jusqu'à la ressource primaire pour réduire les pertes et donc pour avoir besoin, pour le même service qu'on considère utile, du moins de ressources énergétiques possible. Et puis finalement, on applique une logique de préférence sur les ressources énergétiques et donc de substitution. Notre logique, c'est d'opposer ce qu'on appelle les énergies de stock, donc les énergies fossiles et l'énergie nucléaire, puisqu'elle se base sur un stock minéral non renouvelable d'uranium, aux énergies de flux, les énergies renouvelables. Et donc, on a cette vision en termes de substitution. J'insiste au passage, parce que c'est un débat récurrent en France, que de notre point de vue, si on fait une autre distinction en mettant d'un côté les énergies carbonées et de l'autre les énergies non carbonées, ce qui fait basculer le nucléaire des énergies moins soutenables de notre point de vue aux énergies plus soutenables, ça ne change rien en fait à l'ensemble de la démarche, c'est-à-dire que si on veut que les énergies qu'on souhaite développer viennent vraiment en substitution de celles qu'on veut éliminer, il faut faire ce travail en amont de notre point de vue, puisqu'on inverse la chaîne, sur les services énergétiques et sur les performances techniques, pour que les énergies qu'on développe viennent vraiment en substitution des autres. Donc on résume tout ça dans ce triptyque que vous avez peut-être déjà vu.
travaille sur la demande par la sobriété et l'efficacité, puis sur la production par les énergies renouvelables. Dans le détail, on a énormément réfléchi à tout ce que peut recouvrir la sobriété, tout ce que peut recouvrir l'efficacité. Par exemple, la sobriété, c'est à la fois une sobriété de dimensionnement des outils. L'exemple qu'on aime donner, c'est la voiture individuelle dont on est un peu forcé dans le système actuel d'être propriétaire, qui est donc une voiture à tout faire, dimensionnée pour 130 km/h, 5 personnes et leurs bagages, utilisée 90% du temps, 30 km/h seul. Mais le dimensionnement peut évidemment porter sur plein d'autres conditions. Le niveau d'usage, ça touche l'éveil, ça touche le fait de laisser des appareils allumés au moment où on ne s'en sert pas. Mais la sobriété, c'est aussi d'un point de vue plus collectif et peut-être plus difficile à mettre en œuvre, des questions d'organisation, mutualisation d'équipements, aménagement du territoire pour réduire les distances à parcourir, mieux maîtriser notre mobilité, etc. En efficacité, on va travailler à la fois sur les apports passifs. C'est par exemple de ne pas avoir des pièces comme celle-ci où qu'il fasse beau ou mauvais dehors, de toute façon on est obligé d'éclairer puisqu'on se prive de la lumière naturelle. Améliorer les rendements, ça peut être l'efficacité, l'isolation thermique des bâtiments. Réduire les pertes aux conversions, ça c'est par exemple les centrales électriques dont je parlais. Et puis, dans l'efficacité, on n'oublie pas un enjeu majeur, qui est l'énergie grise. Là, c'est l'énergie consommée pour fabriquer nos équipements ou pour construire nos bâtiments. Quand je dis que c'est un enjeu majeur, aujourd'hui, si vous faites un bâtiment, les bâtiments les plus performants qu'on sait faire aujourd'hui en termes de faible consommation d'énergie, si on les fait avec les mêmes modes de construction que nos bâtiments traditionnels, la construction consomme l'équivalent de 40 années de consommation. Donc vous voyez que l'énergie grise peut être un enjeu vraiment énorme. Et puis, au final, donc la substitution sur laquelle je ne reviens pas. Un point important, puisque à partir de là, je ne vais parler que de la France, c'est de replacer cette approche sobriété, efficacité, renouvelable dans une perspective internationale. Parce qu'évidemment, ça ne s'applique pas de la même manière selon les pays dont on parle. Vous voyez ici un regroupement des pays en fonction, d'une part, du niveau de consommation d'énergie et d'autre part, du niveau de développement humain, avec l'index de développement humain classique. On voit bien que selon les pays, les enjeux vont être, dans les pays comme le nôtre, a fortiori en Amérique du Nord par exemple, un enjeu de sobriété pour réduire nos consommations, que dans d'autres pays, pays émergents, pays de l'ex-bloc soviétique typiquement, il y a un enjeu qui est avant tout d'efficacité des infrastructures, des équipements, etc. Et puis que, évidemment, dans les pays les moins développés, l'enjeu est avant tout l'accès à l'énergie. Et donc, l'ordre dans lequel on va prendre les étapes accessibilité, donc développement des renouvelables, efficacité, sobriété, ne va pas être le même. Le message qu'on a porté de ce point de vue-là pendant la COP21, qui nous a semblé important à porter, c'est que dans tous les cas, la sobriété est vraiment la clé. D'abord parce qu'on va le voir sur le scénario français, elle est indispensable pour atteindre nos objectifs climatiques dans les pays développés. Ensuite, parce qu'il y a un vrai sujet au niveau international sur le message qu'on envoie aux pays émergents et aux classes moyennes des pays émergents, hein, ce qui représente plusieurs centaines de millions de personnes, ne serait-ce que pour l'Inde et la Chine, sur le message qu'on leur envoie par rapport à notre propre capacité à changer de mode de vie et à changer d'aspiration. Parce qu'on sait tous que s'ils copient directement notre mode de vie, on va tous environnementalement dans le mur. Et puis le troisième point, bizarrement, on a eu beaucoup de commentaires sur le fait qu'on était un peu seul à porter ça dans la COP21, c'est une notion de solidarité. C'est-à-dire que dans un monde où, pour toutes les raisons que j'ai dites, la consommation d'énergie est contrainte, le fait de supprimer des consommations d'énergie parce qu'elles ne rendent aucun service énergétique réel au nord, ça libère de la consommation d'énergie pour des services énergétiques vitaux au sud, et c'est vraiment un message sur lequel on aime bien insister. Donc une fois que j'ai posé tout ça, pour la France, on part du bilan énergétique français. Alors vous le connaissez, hein, il est caractérisé notamment par le fait de
recourir fortement au nucléaire. Donc vous avez ici les proportions entre les énergies fossiles, le nucléaire et les renouvelables en termes d'énergie primaire. Quand on le regarde au niveau de l'énergie finale, avec ici ce qu'on appelle les vecteurs énergétiques, donc l'électricité, les combustibles, etc., le nucléaire, enfin l'électricité représente 23-24%, donc le nucléaire qui fournit 75% de l'électricité, c'est un peu moins de 20% de notre consommation finale d'énergie. Comme les renouvelables, c'est plus de 10%, ça veut dire on reste en fait dépendant à 70% des énergies fossiles, ce qui est moins que la moyenne mondiale qui est à plus de 80%. Ça reste quand même évidemment beaucoup trop élevé par rapport aux enjeux climatiques, d'où l'introduction, il y a longtemps déjà, d'un objectif dit facteur 4, donc de division par 4 des émissions françaises de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. En termes d'usage finaux, donc là on est en énergie finale, vous voyez que les ratios, c'est la moitié de nos usages finaux qui passent dans des usages de chaleur, chauffage, eau chaude, process industriel, 35% en mobilité et 15% seulement finalement dans ce qui est notre appréhension la plus immédiate de l'énergie, c'est-à-dire nos utilisations quotidiennes de l'électricité. Alors, partant de ce constat, donc on fait un scénario. C'est évidemment pas une prévision de ce qui va se passer, c'est au contraire une projection de la mise en œuvre de cette démarche sobriété, efficacité, renouvelable pour voir où elle peut nous amener. Donc c'est l'idée de construire une vision à long terme, compatible avec les impératifs climatiques et environnementaux, et surtout, parce que des visions à long terme idéales, c'est relativement facile à construire, surtout avec une trajectoire réaliste pour passer de notre situation actuelle à cette vision qui peut être souhaitable. Et ça, c'est indispensable, et c'est quelque chose qui continue à nous manquer, parce que si on n'a pas cette vision à long terme et l'idée de la trajectoire et du rythme des transformations à mettre en œuvre, on prend des décisions à court terme qui ne s'inscrivent pas ou pas suffisamment dans cette orientation à long terme. Et donc, on rend encore plus compliqué, plus difficile, plus coûteux l'atteinte des objectifs. Donc, c'est vraiment l'idée d'une aide à la décision pour intégrer dans le court terme ces impératifs du long terme. Je l'ai déjà dit, c'est aussi l'originalité peut-être de ce scénario d'être un travail à la fois collectif qui rassemble vraiment des compétences assez différentes et basé sur de l'expérience de terrain. L'idée, donc, c'est de faire un scénario de transition énergétique, donc de transformation complète de notre système. Et on a vu qu'on parle bien non seulement de l'énergie, mais des systèmes de l'ensemble de nos modes de consommation et de production vers un système une transformation réaliste et soutenable. La démarche, c'est cette hiérarchie des solutions sur laquelle je ne reviens pas. Ce qu'on met derrière l'idée de réalisme, c'est d'une part un réalisme technologique, c'est-à-dire qu'on ne s'appuie que sur des choses qui nous paraissent suffisamment matures ou en voie de maturation aujourd'hui pour les intégrer dans notre scénario. Ça, c'est vraiment l'idée qu'on préfère avoir une trajectoire basée sur des choses déjà suffisamment solides que de parier sur des ruptures dont on n'est pas sûr qu'elles soient les bonnes et qu'elles se produisent. Sur le plan économique, là, l'idée, c'est plutôt, paradoxalement, d'avoir un modèle purement physique sur les consommations d'énergie et les productions, sans y mettre un seul euro. Alors, ce qui ne veut pas dire que, à dire d'experts, on n'y met pas un réalisme économique, bien sûr, mais sans y mettre un seul euro, parce que le constat qu'on fait, c'est que dès qu'on met dans un modèle des choses qui représentent les règles économiques actuelles, comme les règles économiques actuelles ne nous placent précisément pas sur la bonne trajectoire, c'est le meilleur moyen de ne pas arriver à la construire. Donc nous, on prend vraiment et on assume méthodologiquement, même si ce n'est pas dans l'air du temps, puisqu'il y a un primat économique sur tout le reste dans les réflexions en particulier des décideurs, on assume complètement de dire on construit une trajectoire physique compatible avec les impératifs climatiques, sur les ressources, etc., parce que cela, il ne nous semble pas possible de négocier avec eux. Il nous semble beaucoup plus possible de négocier sur les régulations économiques. Et donc, une fois qu'on a notre trajectoire, on s'interroge sur l'évolution des régulations économiques qui la rendent possible.
Et puis on a un objectif donc de développement soutenable. Ça veut dire qu'on prend en compte l'ensemble des impacts. C'est notamment pour ça qu'on ne fait pas cette catégorie carboné, non carboné, mais stock, flux. On a derrière ça une ligne directrice, c'est l'idée de léguer des rentes et des bienfaits aux générations futures, plutôt que des fardeaux et des dettes. Un mot, puisque l'innovation est un des sujets du jour. Alors, dans le scénario Négawatt, on est plutôt sur de l'innovation sociétale que sur de l'innovation technique. Mais par rapport à l'innovation technique, quand je vous disais tout à l'heure qu'on réfléchit à la maturité des différentes solutions, en gros, on regarde à la fois leur niveau de maturité technologique, industrielle, c'est-à-dire sur la capacité de développer industriellement et de massifier une technologie. Et puis, on intègre aussi une considération sur le niveau de maturité environnementale et sociétale, c'est-à-dire sur le niveau où on est aujourd'hui d'évaluation de l'ensemble des impacts et d'acceptabilité de ces impacts. En termes de modèle, on a quelque chose qui suit donc notre logique. On parle des usages dans les différents secteurs d'activité. On remonte progressivement aux ressources primaires nécessaires pour y répondre. On boucle ça au niveau annuel, toutes énergies. On le boucle au niveau horaire pour l'électricité, puisque bien sûr, la gestion de la sécurité électrique dans le passage vers les renouvelables est un sujet important. Et puis, on a des modules qui regardent différents impacts ou différentes externalités sur l'environnement et sur les coûts et investissements et emplois. Donc, dans le contenu du scénario sur la demande, on commence par le secteur qui consomme le plus d'énergie, c'est-à-dire le secteur du bâtiment, qui recouvre à la fois des usages chaleur et les usages électricité spécifiques dans le résidentiel et dans le tertiaire. Là-dessus, nos messages, c'est d'abord qu'il y a des choses à faire en termes de sobriété pour maîtriser les surfaces, notamment le rythme de construction de nouvelles surfaces. Donc, travailler sur le niveau de cohabitation dans les logements, par exemple, encourager de la colocation d'étudiants, des choses comme ça. Travailler aussi sur le rythme de croissance des surfaces tertiaires qui aujourd'hui tendent à augmenter plus vite que le chiffre d'affaires même du secteur. Donc voilà, maîtriser les surfaces. Ensuite, le grand enjeu dans le bâtiment, c'est vraiment l'efficacité. Être hyper efficace sur le neuf, mais c'est loin d'être suffisant parce que le taux de renouvellement du parc, en fait que l'essentiel de ce qu'on aura en 2050, c'est les bâtiments déjà existants. Donc là, il y a un message fort qui est le caractère indispensable d'un programme massif en termes de nombre et profond en termes de performance, de rénovation de l'ensemble de nos bâtiments, ce qui appelle évidemment tout un tas de préconisations sur la réglementation, mais aussi tout l'accompagnement technique et financier à mettre en place pour que ce soit possible. Et puis du point de vue de la substitution, là c'est simplement, chaque fois qu'on fait ces gestes, de changer les systèmes de chauffage et d'eau chaude pour aller vers des choses plus renouvelables et plus performantes. Dans l'électricité spécifique, la logique qu'on a regardée vraiment de manière fine, usage par usage, c'est vraiment de généraliser les meilleures performances connues aujourd'hui ou prévisibles. On a notamment des chiffres précis pour l'électroménager, par exemple, avec tout ce qui est étiquette énergie. Et de généraliser aussi ce qu'on observe comme meilleur comportement. Et vraiment le faire sur l'ensemble des postes. Sur les transports, qui est un point, Valérie Masson-Delmotte l'a rappelé ce matin, qui est un point dur de la discussion sur la transition énergétique, qui est important parce que premier émetteur de CO2 du fait de sa très forte dépendance au pétrole. Là, on a, du point de vue de la sobriété, plusieurs actions possibles. D'une part, pour réduire les distances à parcourir, donc là, c'est tout ce qui est aménagement du territoire. Arrêter cette politique qui sépare les activités des habitations, qui étale l'habitat urbain, etc. Mais derrière, il y a aussi pour nous l'idée de revitaliser les zones rurales. Donc aménagement du territoire, développement d'espaces de télétravail, relocalisation et circuits courts du point de vue des marchandises. Il y a aussi des éléments de réduction du tonnage transporté en lien avec ce qu'on
envisage, ce qu'on développe dans le scénario sur l'industrie. Augmentation des taux de remplissage, à la fois en covoiturage et en remplissage des camions. Et puis, tout ce qui nous semble réaliste, même si ça ne permet pas de faire des miracles, en termes de report modal, vers la mobilité douce, vers le ferroviaire, et même pour les marchandises, vers le fluvial. Des éléments qui sont assez bien prévisibles de progression de l'efficacité des véhicules, et puis une réflexion importante sur le choix des véhicules et le choix des motorisations. Et là, notre point, c'est vraiment de dire attention, le véhicule électrique est une nouveauté qu'il faut tout à fait développer, et dans le scénario Négawatt, on va vers 100% de déplacement en véhicule électrique en milieu urbain. En revanche, l'idée qu'on va transposer, enfin qu'on va juste remplacer notre véhicule familial à tout faire par un véhicule électrique, bute assez rapidement sur différentes contraintes d'usage, de réseau, etc. Et donc on retourne la proposition en disant que l'apparition du véhicule électrique, qui est un nouvel équipement, c'est l'occasion de changer d'usage par rapport à l'automobile et donc de repenser notre rapport à la voiture, de sortir de ce modèle où on a un véhicule avec lequel on fait tout. Et donc, dans le scénario Négawatt, on a une vision où on va aller vers du véhicule électrique, beaucoup en mode partagé en urbain, et du véhicule thermique hybride pour l'interurbain. Et comme un des enjeux, c'est évidemment quand même d'alimenter tous nos véhicules par des énergies renouvelables, de sortir du pétrole dans les transports, on couple ça avec l'idée que, d'abord, sur les véhicules électriques, on a un fort potentiel via le développement des énergies renouvelables électriques, mais que pour l'interurbain, on garde le besoin de véhicules thermiques, mais qu'on passe au gaz, parce que pour plein de raisons, limite sur les biocarburants, etc., possibilité d'utiliser l'infrastructure de réseau gaz, c'est beaucoup plus intéressant d'aller vers un vecteur gaz dans les véhicules, ce qui, par ailleurs, d'autres pays le montrent, ne pose pas de problème. Voilà les chiffres que je vous montre vraiment pour info sur l'évolution de la mobilité en termes de quantité de kilomètres et de répartition modale. Et je passe à l'industrie et aux matériaux, puisqu'on a travaillé pas mal sur la question de la réduction à la source des besoins de matériaux non recyclables. Donc, dans l'industrie, la sobriété, c'est d'abord une réduction du besoin de biens de consommation. C'est tout bête, mais on pense qu'il y a des gisements importants de ce côté-là, à la fois sur de la mutualisation. L'exemple qu'on aime bien donner, c'est les perceuses. Sur le fait d'aller vers des objets plus durables, réparables, recyclables, etc. Sur l'augmentation du recyclage des matières premières, par exemple, réintroduction de la consigne pour les bouteilles. Et tout ça conduit donc à une réduction des besoins de production industrielle qui va être moindre en quantité, mais plus en qualité. En efficacité, c'est l'amélioration des process industriels. Il y a énormément de choses à faire dans ce domaine. Et puis, sur les matériaux, on a vraiment réfléchi de façon très fine, secteur par secteur, aux possibilités de substitution. Par exemple, dans le bâtiment ossature-bois, à la place du béton et de l'acier, etc. Donc, on l'a vraiment fait avec une matrice d'analyse produits finis, matériaux nécessaires, etc. Et le résultat global, c'est une réduction de 50% des besoins de matériaux que vous voyez ici, donc matériaux non renouvelables dans le scénario. Et puis pour finir sur la demande, l'agriculture et l'alimentation, j'ai évoqué dans une intervention ce matin le couplage du scénario Négawatt avec un exercice qui s'appelle After 2050, que je vous recommande vraiment pour approfondir les questions qu'on a évoquées ce matin, qui en gros développe la même idée, hiérarchie des usages, approche de sobriété, d'efficacité ou de performance, etc., sur l'ensemble des productions agricoles. Une évolution de l'assiette alimentaire, alors que vous avez illustré ici, mais qui, derrière les photos, cache notamment une division par 2 de la quantité totale de viande consommée, où, là encore, on améliore la qualité aux dépens de la quantité. Réduction de la part animale de nos protéines
au profit de la part végétale. Derrière After, il y a aussi toute une évolution des pratiques agricoles. Et tout ça, en fait, nous permet de caler, nous, pour le scénario Négawatt, la disponibilité de biomasse pour la production renouvelable. Et ça fait le lien, évidemment, avec les éléments de production d'énergie. Le message important autour de la biomasse, c'est d'une part que, même si on a le réflexe de penser électricité, la biomasse reste de loin la première ressource mobilisable pour la production d'énergie, mais évidemment, il y a des contraintes fortes de concurrence, d'usage, etc. Et donc, dans le scénario, clairement, on ne développe aucune production agricole ou sylvicole, d'ailleurs, dédiée à la production d'énergie. C'est toujours l'utilisation de sous-produits ou de coproduits qui va alimenter la biomasse énergie, qui va être d'abord solide, donc c'est bois et déchets. Ensuite, en priorité, biogaz et une toute petite fraction de biocarburant. Et puis parallèlement, évidemment, on développe les énergies renouvelables électriques. Et là, il y a un potentiel, l'appréciation du potentiel est croissante. Il y a des chutes de prix assez vertigineuses, même sur le photovoltaïque, qui est aujourd'hui vraiment en passe de devenir la solution à terme la plus compétitive. Et donc, on développe l'éolien à terre et en mer, planté et flottant, le photovoltaïque, et puis les autres énergies se développent également, mais dans une moindre mesure. Et on a vraiment essayé d'appliquer des taux de développement qui nous semblent raisonnables. Par exemple, sur l'éolien terrestre, on arrive à terme dans le scénario à 18 000 mâts en France contre plus de 5 000 aujourd'hui, qui reste moins que les 27 000 mâts qui sont déjà implantés sur le territoire allemand, évidemment plus petit que le nôtre. Sur le nucléaire et les fossiles, alors sur les énergies fossiles, on en sort progressivement en conservant un peu plus longtemps le gaz autour de toutes ces réflexions sur l'importance du vecteur gaz qui progressivement devient un vecteur issu d'énergie renouvelable. Sur le nucléaire, c'est plus compliqué. Il faut piloter l'évolution parce que le parc nucléaire n'est pas quelque chose de très souple, évidemment. Et puis il y a un enjeu devant nous qui est la 4e visite décennale où il faut décider réacteur par réacteur de réinvestir pour prolonger la durée de vie, ce qui va évidemment contre les investissements dans la transition énergétique telle que Négawatt la souhaite, ou d'arrêter les réacteurs. L'exercice qu'on a fait est de regarder si, en travaillant sur la consommation et le développement des renouvelables, sans recourir massivement à un pic de gaz, on pouvait passer. Et notre simulation montre qu'on peut effectivement, à condition d'anticiper et de commencer rapidement à fermer des réacteurs, on peut ne prolonger aucun de nos 58 réacteurs au-delà de la 4e visite décennale. Et puis un mot sur les réseaux et les vecteurs de réseau, donc l'électricité d'un côté et le gaz de l'autre. Là, on a une vision qui est vraiment très intégrée et très systémique, qui nous conduit à dire que l'optimum de développement, c'est de développer fortement les énergies renouvelables électriques de réseau, de créer ainsi des surplus de production renouvelable qui vont permettre, via diverses technologies qu'on regroupe sous l'appellation Power to Gas, de convertir cette électricité excédentaire en gaz qu'on peut stocker sur le réseau. Donc ça répond d'une part aux besoins de sécurité du système électrique, parce que c'est la seule méthode pour stocker des grandes quantités d'énergie à des échelles intersaisonnières. Et en même temps, ça devient une source de gaz d'origine renouvelable qui s'ajoute au gaz issu de biomasse pour répondre aux usages, en particulier dans les transports. Donc c'est vraiment une optimisation globale du système et qui nous conduit du coup à voir, par rapport à la situation actuelle d'équilibre entre ce vecteur gaz et ce vecteur électricité, à maintenir cet équilibre, mais en faisant monter en puissance le recours à chacun des deux. Je pense que j'ai épuisé mon temps. Là, tu as bien épuisé. Donc le bilan. Alors je passe sur le bilan en énergie finale. Je vous montre simplement ce que ça donne en 2015, donc je reviens sur cette image, et en 2050.
Et le bilan en énergie primaire, c'est ça qui est important. On a un développement, multiplication par plus de 3 des énergies renouvelables. Et encore une fois, c'est le niveau qui nous semble réaliste. Division de 2/3 du besoin en énergie primaire. C'est vraiment cette compression du besoin qui fait en sorte que ce développement permette de répondre à pratiquement 100% des usages. En gaz à effet de serre, on a travaillé sur l'ensemble des gaz, etc. Le point important, parce que ça rejoint une discussion de ce matin, c'est que on arrive, donc la courbe en rouge jusqu'en 2050, c'est la réduction qu'on atteint via le scénario négawatt plus after des émissions brutes de gaz à effet de serre français. Mais ce qu'on a regardé aussi, c'est la capacité de stockage de nos sols. C'était évoqué ce matin sur des sols appauvris, etc. Les transformations agricoles et sylvicoles intégrées dans le scénario after, en fait, vont générer une capacité, régénérer, disons, une capacité de stockage de nos sols, qui fait que jusqu'en 2050 au moins, après ça s'épuise progressivement, on a potentiellement des puits de carbone naturels, et le bilan des deux nous conduit en 2050 à être à la neutralité carbone, c'est-à-dire que, en d'autres termes, le scénario négawatt est le premier scénario français compatible avec l'engagement de la France dans le cadre de l'accord de Paris et compatible avec une trajectoire de moins de 2 degrés. Voilà. Il y en a, oui, les co-bénéfices, on les a évoqués, donc on a regardé un certain nombre de choses. Il y a des co-bénéfices vis-à-vis de l'artificialisation des sols, des déchets, de l'eau. Il y a des co-bénéfices en termes d'impact sur la pollution. Là, je ne vais pas vous faire le détail, mais clairement, quand on regarde les chiffres, il y a des baisses de pollution. Il y a des co-bénéfices sociaux, parce que c'est aussi une réduction de la précarité énergétique. 90% des ménages aujourd'hui en précarité énergétique en sortiraient si on appliquait le scénario négawatt. Et puis, pour finir, sur le plan économique, il y a des bénéfices en termes d'emploi. Alors là, on a des chiffrages qui sont là aussi bottom-up, mais vous voyez qu'il y a des secteurs dans lesquels il y a des emplois perdus, forcément, hein, parce que la transition énergétique, c'est des nouveaux modèles économiques dans des nouveaux secteurs, mais des secteurs qui déclinent. Il y a des emplois créés directement dans des nouveaux secteurs. Il y a un effet induit, parce que, grosso modo, il y a une amélioration du pouvoir d'achat des ménages, il y a une réduction de la facture énergétique, c'est-à-dire on ne dépense plus 60 à 70 milliards par an pour importer du pétrole et du gaz. On le réinvestit dans les territoires, dans l'économie nationale. Donc il y a une création d'effet induit. Et vous avez en haut, en noir, l'effet net total par rapport à un scénario tendanciel. On est à plus de 600 000 emplois nets créés par rapport à ce scénario. Voilà. Et je ne vais pas... Voilà, j'affiche juste ma conclusion, je ne vous la fais pas puisque j'ai dépassé mon temps. Merci. Je te remercie, Yves. Quel programme électoral! Oh là là.